Bienvenue au dossier Extra Time. Je suis ici, votre host Karim Mehdi, avec Anis, Diego et Damien. Merci d'être ici avec nous. Alors, Damien, commissaire de la LS Pro. Explique-nous un peu, c'est quoi la LS Pro? Écoute, la LS Pro, c'est les ligues seniors de Soccer Québec. En fait, c'est le nouveau projet qui a été lancé cette année en 2025 qui regroupe l'ensemble du soccer senior masculin et féminin avec les espoirs U21 et U19. Donc, on parle de 7 ligues pour l'année 2025. Okay. Et ça fait à peu près combien de temps que tu es dans ce rôle-là? Moi, je suis rentré cette année lors du lancement du projet, donc en février 2025. Et ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans le soccer au Québec, Montréal et la grande région de Montréal. Incroyable. Avant qu'on commence à parler un peu plus du rôle, dites-nous un peu qui vous êtes et comment vous êtes rendu ici. Écoute, dans le fond, j'ai eu la chance de créer un club il y a quelques années, Montréal City FC. Et de fil en aiguille, j'ai joué pour Lakeshore, j'ai coaché pour Boucherville, j'ai joué un petit peu pour Outremont, j'ai joué à Anjou, j'ai travaillé pour Montréal Centre, pour les Braves d'Annecy. Donc en fait, j'ai un petit peu, comment dire, roulé ma bosse dans le soccer au Québec. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, toujours dans le senior, spécifiquement dans le senior, dans les ligues de Soccer Montréal maintenant, ancien ARS Concordia, et dans les ligues 3 de Soccer Québec. Tranquillement pas vite, mais je pense que j'ai fait un petit peu mon nom là-dedans. Et à un moment donné, quand le Soccer Québec cherchait un ambassadeur, un commissaire, je me suis proposé et on m'a choisi. Comme on dit au Brésil, graças a Deus, c'est ça? Graças a Deus. Montréal City, dynastie dans le foot senior. Hein. Exactement. Ça, vous gagnez à chaque année. Chaque année, Montréal City, c'était le top. C'est pas un peu le club qui a fusionné avec les Braves Exactement, exactement, c'est ça. Ouais. Ok, avec le Owl, genre le. Exactement, ouais, le Harfang des Neiges, oui. Précisément. Ouais. Alors, dès ton arrivée en tant que commissaire dans la ligue, c'était quoi tes objectifs en tant que commissaire et tes objectifs personnels? Écoute, je te dirais que la première chose, c'était en fait de structurer le projet. Okay, parce que la LS Pro, dans le fond, tu avais les ligues élites, tu avais du 18 3A, tu avais plein de choses et c'était comment faire pour construire un projet solide avec, il y avait aussi la première ligue de soccer du Québec et tout, et ramener tout ça sous une même entité, mettons. Donc l'objectif, c'était vraiment de commencer par les règlements. Donc faire en sorte d'avoir des règlements solides, de placer des hauts standards pour faire en sorte d'avoir quelque chose de sérieux et de mettre au goût du jour en 2025 une offre de services seniors pour les clubs au Québec parce que on l'avait vu un petit peu en Ligue 1, que de plus en plus de clubs commençaient à prendre ça vraiment très au sérieux, à faire de la super communication, à avoir des gens dans les estrades, etc. et tout. Et le reste du Québec voulait aussi un petit peu sa part du gâteau là-dessus. Alors l'idée, c'était de créer quelque chose rassembleur de Gatineau à Rimouski, en passant par Val-d'Or, Saguenay, etc. et tout, la grande région de Montréal, évidemment. Et donc, ça, c'était les règlements cadrés. Et ensuite, aller chercher le lien, un lien fort entre le Soccer Québec et les clubs, de faire en sorte de comprendre vraiment leur réalité et de savoir comment on peut les aider dans leur réalité pour leur faciliter à performer et se concentrer sur le volet sportif. Donc créer ce lien-là pour, dans le fond, répondre à leurs questions, les guider, les encadrer, faire du mieux qu'on peut pour le projet en tant que tel. Donc c'est vraiment ça un peu les bases de l'année 1, c'était structurer, excuse-moi, et faire un petit peu parler de Soccer Québec en termes de support. Alors l'idée de structurer et de un peu reformer tout, on voit que la Ligue 1, la LS Pro est créée. Est-ce que tu peux nous dire un peu le processus de comment vraiment cette conclusion-là est arrivée? Honnêtement, moi, je suis arrivé à la finalité de ce projet. Donc, je suis arrivé quand l'ensemble des décisions étaient prises. Cependant, c'est une idée de développement. C'est-à-dire que l'objectif de Soccer Québec et de son département de développement, c'est de faire en sorte que les jeunes joueurs sont rapidement en contact du très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes de 18, de 19, de 20 ans qui performent en Ligue 1. Parce que ces joueurs-là vont ensuite être appelés en CPL. Un joueur de 24, 25, 26 ans qui joue en Ligue 1, ça va être plus compliqué pour lui de poursuivre son rêve d'aller en CPL, en MLS ou en Europe. Donc l'idée, c'est vraiment de restructurer l'ensemble de la pyramide. C'est pour ça qu'on voit des U19 espoirs, par exemple, pour faire en sorte d'offrir le plus haut niveau aux jeunes. À partir du moment où ils sont prêts, peu importe leur âge, plus haut niveau.
On se souvient, Mbappé l'a dit dans une entrevue, là, tu me parles pas d'âge, ben, c'est la même chose. Mais je pense que je trouve que c'est juste parce que même avec la création de la U19+, souvent ce qu'on voyait dans les précédentes générations, c'est qu'après la saison U17 AAA, qui est une grosse année dans le foot au Québec pour les jeunes qui atteignent le U17. Ben, à l'époque, c'était le U17 AAA, maintenant c'est le U17 PLSJQ, parce qu'il y a le championnat canadien, et c'était le championnat canadien où tu es le plus âgé, donc techniquement, c'est là où tu vois les meilleurs joueurs et c'est là où il y a la plus grosse compétition. Et avant, passer ce cap de U17 3A, maintenant PLSJQ, les joueurs ils se perdaient parce qu'ils allaient un peu en réserve. Il y avait avant la ligue réserve, et souvent en réserve, il n'y avait pas de limite. Tu avais des joueurs très vieux très vieux dans le sens trop vieux pour une deuxième équipe et qui prenaient la place de ces joueurs qui venaient de passer le cap U17. Et je pense qu'avec la création de cette U19+, ça laissait la place justement à ces joueurs-là qui venaient de passer ce palier-là. Puis à ton point, je pense que effectivement c'est déjà un bon pas en avant pour le développement. Et tu le vois même qu'il y a plein de joueurs, tu as vraiment touché le bon point, qui étaient cantonnés à la réserve dans des grands clubs et qui au final n'avaient pas l'opportunité de vraiment s'exprimer parce qu'il y avait un petit peu un effet psychologique entre je préfère jouer en réserve de Première Ligue plutôt que de jouer en 3A senior. Et en fait, au final, tu n'avais pas plus de visibilité dans l'un ou de l'autre. Donc, il y avait une problématique. Là, aujourd'hui, ces jeunes-là, pour la plupart, il y en a qui sont partis dans des nouvelles organisations qui sont inscrites en Ligue 2, par exemple. Exact. Et s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir continuer à performer dans le club dans lequel ils étaient, on a ouvert, en fait, un peu toutes ces opportunités-là. 100%. Tu t'en parlais un peu au niveau des jeunes qui commencent à percer plus dans les premières ligues, ou en Ligue 1 ou en Ligue 2. Est-ce que l'objectif de la LS Pro, c'est de rajeunir la ligue et s'assurer que vraiment nos jeunes touche le terrain le plus vite possible? C'est offrir en fait un standard de compétition très relevé et faire en sorte que les jeunes du Québec soient vus le plus rapidement possible. Faire en sorte de donner une vitrine au travail qui est fait par les éducateurs des clubs, un excellent travail qui est fait par de nombreux clubs au Québec, et dans le fond promouvoir ça. Nous, j'ai parlé tantôt d'un cadre, on met un cadre à une compétition, mais on montre le talent d'ici, on montre les performances d'ici. Et c'est ça la stratégie derrière ça. Donc faire en sorte tu es prêt, tu joues, tu démontres ton talent et grandis là-dedans, développe-toi là-dedans. Plutôt une question pour vous aussi, les gars. Parce que je suis d'accord avec toi qu'on voit de plus en plus de jeunes qui embarquent sur le terrain. Est-ce qu'on perd un peu de la qualité au niveau de la Ligue 1? Parce que par exemple, le match qu'on a regardé ensemble, FC Laval, AS Laval, il y a des U17 sur le terrain. Tu vois, ils sont bons. Mais est-ce que c'est des places parce que là, on prend peut-être une direction un peu plus, on vise que les jeunes touchent plus le terrain. Est-ce qu'on perd maintenant un peu plus la maturité, l'expérience dans la Ligue 1? Diego? Tu sais, ce que tu viens de dire, c'est un peu un bon point par rapport aussi à ce qu'Anis disait. Le fait que justement l'année U17, 3A, maintenant PLSJQ, elle est autant importante. On voit beaucoup d'équipes en Ligue 1 aller chercher directement dans leurs équipes U17 au lieu de passer par leur équipe U19. Comme si, lorsque la réserve elle est partie, on a décidé de prendre cette équipe U17-là comme une genre d'équipe réserve où on va chercher le talent très jeune. Est-ce que, je sais pas moi, par rapport à certains clubs, je sais pas si tous les clubs ils ont U19, c'est pas tous les clubs, si je me trompe pas, mais c'est comment que vous voyez ça? Est-ce que c'est un souci pour vous au niveau de... La Ligue U19, à la base, c'est fait justement pour offrir ces opportunités-là aux jeunes de plus de 17 ans. Est-ce que vous trouvez ça comme un souci ou pas? Honnêtement, c'est la première année, c'est l'année d'introduction, donc les choses vont s'ajuster. Tu sais, on est arrivé, puis il y a certains clubs dont on parlait tantôt des Ligue 1 qui avaient des réserves et qui avaient un peu de tout dans les réserves, des plus vieux, des plus jeunes. Ils avaient aussi des U18, 3. Donc, quand le programme est arrivé, on a une équipe Ligue 1, on a une réserve, on a un U18, on a un U17. Où on les met? Et on a vu cette année, mettons qu'il y a eu un petit peu l'exemption de certains clubs qui ont mis des équipes en Ligue 3. C'est juste pour cette année, le temps qu'ils puissent rouler un peu leur projet. Moi, je pense que c'est une année d'introduction, une année d'adaptation et que l'année prochaine, les vraies réserves, ça va être U19, tout en ayant aussi le U17 PLSJQ. Le club, à partir du moment où il évalue qu'il y a des jeunes en U17 qui sont performants puis qui méritent au-dessus, ce jeune-là peut autant aider en U19 que aider en Ligue 1, mais il ne faut pas l'empêcher de poursuivre, à mon avis. Mais tu sais, à ta question, si peut-être le fait d'imposer, dans quelque sorte, ou de mettre des règles favorisant
des minutes pour les plus jeunes, si ça va avoir un effet direct sur la qualité du jeu. Moi, je pense pas, ultimement, parce que tu sais, en Série D, en Italie, c'est une ligue qui force les équipes qui, sur la feuille de match, à mettre un joueur de 18 ans, 2 joueurs de 19 ans et un de 20 ans sur la feuille de match, à chaque match. Et là, par cette règle, cette contrainte, clairement, il favorise un peu le développement des jeunes, la visibilité de ces jeunes-là, et peut-être au profit d'un mec de 33 ans qui pourrait marquer 20 buts, mais à la fin de la journée, le futur, c'est les jeunes. Avant qu'on touche plus à la Ligue 2, si je te demanderais vaguement un bilan sur la Ligue 1, qu'est-ce que tu pourrais nous dire après cette première saison LS Pro? En toute transparence, j'ai vraiment vu des organisations extrêmement impliquées dans leurs projets. J'ai senti un petit peu un exemple à suivre et un exemple, un modèle qui a été suivi par les autres clubs. Tu sais, on a beau parler je parle vraiment de modèle organisationnel plus que sportif là. Autant Blainville, CS Saint-Laurent, il y a de nombreux clubs dans la Ligue, AS Laval, FC Laval, honnêtement, je pourrais tous les nommer, où est-ce que tu vois qu'il y a énormément d'efforts et d'énergie qui sont mis autour, dans tout ce qui est logistique, dans tout ce qui est expérience de match. Donc, expérience de match pour leurs membres, expérience de match pour le fan de soccer. Tout le monde s'est pris au jeu cette année. Tout le monde a apprécié ça. Ils sont venus, puis ils ont été sérieux là-dedans et ils veulent. Ça faisait longtemps, je pense, qu'ils avaient envie d'élever au maximum les standards. Et ça a été une superbe année. Il y a eu des enjeux, il y a eu des défis. C'était très intéressant. Mais on est vraiment face à un ensemble de gouverneurs très compréhensifs, qui prennent beaucoup de recul, qui veulent l'amélioration des choses, qui comprennent les enjeux. Et vraiment, on avance ensemble comme une équipe. Ça, c'est vraiment ce que j'ai senti cette année, que j'ai trouvé très, très intéressant. Et tout le monde a une excellente vision pour le futur. C'est sûr qu'au niveau sportif, il n'y avait pas de relégation cette année. Donc, ça veut dire qu'il y a certains clubs qui se sont donné encore une année avant de prendre des décisions importantes dans la manière de gérer leur effectif et de gérer leurs projets. Ça va être intéressant de voir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'enjeux. Donc, beaucoup plus de matchs à risque, de matchs à haute intensité, de matchs où est-ce que tu sais que le but que tu prends à la 94e minute, il a vraiment un gros impact sur la suite de ton projet. Donc c'est ça. Très belle année, vraiment. Okay. Puis, vraiment, on regarde l'autre côté de la table, si tu veux, et on voit la Ligue 2 où c'est un peu un zoo, tu vois. Genre, on dirait que tout le monde est beaucoup plus intéressé dans la Ligue 2 parce qu'on commence à voir la promotion et relégation et que tu vois chaque équipe s'affronte une fois. La première question que j'ai pour toi avant de te poser, de demander ton bilan de la saison, c'est pourquoi autant d'équipes en Ligue 2? Okay. Écoute, en fait, la décision a été prise très tôt. C'est parce qu'il y a eu énormément d'inscriptions. Okay? Et puis, il n'y avait pas vraiment de raison de dire non. Si on se base sur des critères purs il fallait que tu aies un programme senior pour continuer, par exemple, et CS La Salle n'aurait pas dû participer. Et CS La Salle sont premiers dans le championnat. Donc ça veut dire que la chose a été très bien faite parce qu'elle a donné la chance à toutes les équipes qui démontraient du sérieux, qui démontraient qu'elle avait un effectif pour continuer là-dedans. Maintenant, tu sais, à partir du moment où tu démontres que tu as un effectif et que tu veux participer à la Ligue parce que tu as des joueurs et puis tu sembles démontrer un projet sérieux, ça ne veut pas forcément dire que ton effectif, il va être performant durant l'année. Toi, tu as pris cette décision-là de club, tu as pris cette décision-là stratégique. Personnellement, il y a, dans certaines situations, avoir été dans certains clubs, j'aurais peut-être commencé en Ligue 3 en me disant hey, je vais gagner la Ligue 3 pour potentiellement monter en Ligue 2 en 2026, par exemple, lors de la saison 2026. C'est des stratégies à faire après parce que est-ce que ton équipe qui descend en Ligue 2 va décider de rester? Est-ce que ton projet va continuer en Ligue 3? Ça, c'est la première question qu'il faut que tu te poses. Ouais. Parce que si c'était pour faire un deal d'un jour, comme on dit, là, c'est pas forcément pertinent parce que c'est un gros investissement financier. C'est des joueurs qui croient en toi, qui croient en une organisation puis qui veulent aller plus loin. Donc moi, je pense que c'était partager le gâteau en tout le monde et donner la chance à tout le monde. Regardez, vous avez la chance, on fait la course, puis les 12 premiers, ils vont rester. Il y en a 2 qui vont monter. Et puis les autres, vous allez aller en Ligue 3, puis vous aurez l'opportunité de continuer.
Moi, je pense que c'était une bonne occasion cette saison d'avoir de belles découvertes. On a eu des clubs que, par exemple, tu l'as bien mentionné, La Salle qui avait même pas de seniors, ils arrivent et ils composent une équipe. C'est juste, ça, je crois que c'était l'opportunité à tout le monde de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis, au qui mieux, l'opportunité elle était là pour tous les clubs, qui soient tout petits comme des clubs qui ont un historique. Donc, non, je pense que c'était bon. Avec le numéro de clubs qui sont inscrits pour la Ligue 2, est-ce que c'est ça ce qui vous a mené à dire, OK, on va reléguer 10 équipes? Oui, parce qu'en fait, tu sais, le championnat au Québec avec la météo, entre autres, on commence à une certaine date, on ne peut pas commencer avant et on doit terminer à une certaine date parce que après, je pense que vous en avez parlé à un moment donné, il y a du collégial, il y a de l'universitaire, puis tu veux quand même garder un niveau très relevé dans ta ligue, mais tu ne peux pas non plus empêcher certains joueurs de vouloir performer aussi au niveau universitaire. Il faut trouver le bon compromis là-dedans. Donc, 12 équipes, souvent, c'est vraiment le bon compromis parce que 12 équipes, tu peux faire 2 groupes de 6. Okay, puis 2 groupes de 6, ça te fait moins de semaines de performance. Ça te fait 16 semaines, 16 game week et un Final Four, par exemple. Si tu décides de faire jouer tout le monde contre, là, par contre, on a un petit peu plus de matchs. On a 22 journées de championnat. Donc, on est toujours dans un jeu de calendrier qui est très très important au Québec, encore plus dans le féminin. Beaucoup de gens demandent, oui, comment ça se fait que le championnat féminin il termine aussitôt, la finale c'est le 27 juillet, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très peu de jours après, la première semaine du mois d'août, on part en Alberta pour jouer le championnat interprovincial, parce que c'est le calendrier qui est fait de même. Donc, il y a le gros enjeu de calendrier. Puis, c'est pour ça que vraiment, les bons championnats, tu sais, les meilleurs championnats, c'est 10 équipes, 12 équipes, grand max. Parfois, 8 équipes, ça peut être très intéressant aussi. Mais 2 poules de 6, 12 équipes, je pense que c'est vraiment le plus, avec le plus d'intensité jusqu'à la fin. Parce que si tu fais 2 poules de 6, tout le monde joue contre. Les 2 premiers font un Final Four. Jusqu'à la dernière journée du championnat, tu as un enjeu. Donc, c'est ça. Mais c'est très... Enfin, moi, ça vient me chercher, là, ce que tu viens de dire, Damien. Tu m'as battu, par contre. Ouais. Honnêtement, enfin... Parce que, et je dis ça parce qu'on l'a vécu, le système à 2 poules, on l'a vécu dans le championnat U17. Okay. Donc, dans le championnat U17, on a eu 2 poules avec... un système où tout le monde s'affrontait une seule fois et honnêtement on n'avait pas ce sentiment que il y avait une bataille normale et saine tout au long de la saison. Les choses peuvent beaucoup changer si tu arrives sur les playoffs. Je pense que les playoffs, une blessure, ça peut tout changer pour une équipe. Et c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être un peu jeté à l'eau parfois le travail qui a été fait durant de la saison parce que tu peux tout miser sur les playoffs. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Tu sais ce que c'est? C'est culturel. C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est la différence entre le sport nord-américain et le sport européen ou autre. Et moi, je suis quelqu'un qui évalue qu'un championnat, ça se gagne dans tes 20 journées de championnat. Et le champion à la fin de la saison, c'est comme ça. Maintenant, on est en Amérique du Nord, il y a différents enjeux, on a dit calendrier tantôt. Il ne faut pas se fermer aucune porte, faut réfléchir à savoir qu'est-ce qui peut être bon. Parce que je suis d'accord avec toi, il n'y a rien de pire que de jouer une saison sur saison complète sur un match. Tout peut arriver sur un match. Et oui, tout peut arriver, des décisions arbitrales qui peuvent avoir des effets qui peuvent emmener le tout de deux côtés. Honnêtement, ça m'a donné chaud, moi, un peu, les dernières minutes. Et c'est pour ça que je crois que la formule de la Ligue 2 cette année masculin, c'est une recette un peu parfaite où tout le monde est intéressé au long de toute la saison. Parce que je crois que le peuple québécois ou le peuple canadien veut un peu le système européen où tout le monde respecte bien La Salle, qui n'a pas encore perdu de match, qui probablement vont finir champions. Et oui, ils méritent de monter sans se rivaliser, en fait, sans devoir jouer leur saison au dernier match. Mais en même temps, on a quand même ce côté-là de North America où on aime ça, les playoffs. Où là, on a parlé pendant une demi-heure du top 5. Qui va battre qui va battre qui. Alors, je crois que c'était un peu la recette parfaite cette année. C'est pour ça que la Ligue 2, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous avez anticipé à ça, mais pour nous, on ne savait pas que ça allait être plus populaire que la Ligue 1. Mais on voit qu'il y a plus de monde au match de Ligue 2, des fois, certainement à Riverside, qu'à des matchs Ligue 1. Mais t'imagines, si on avait un play-off là cette année, il y a combien de points entre le premier et le 8e?
Il y a non, mais c'est beaucoup de points. Donc, En Ligue 2. non, en Ligue 1. En Ligue 1. Oui, Il y a beaucoup de points entre le premier et le huitième. Ouais. Là, tu donnes l'opportunité au huitième, qui a peut-être 15 points facilement, 18 points facilement sur le premier, à pouvoir, Et peut-être, sur un match, petit 1-0 là. sortir ce premier-là de la course au championnat canadien. Moi, je suis d'accord avec toi, on est sur la même page. Ouais. Question pour toi, parce que. Donc tu l'as il faut, mentionné, tu sais quoi, c'est ça. Donc il faut trouver la bonne alternative. Et cette alternative-là, c'est-à-dire il y a un championnat et une coupe. Et qu'est-ce que c'est que cette coupe qu'on peut faire? Voilà. Comment on l'a fait? Et c'est là-dedans qu'il faut réfléchir. Et c'est, est-ce que, tu sais, on l'a vu la Coupe du Québec, mettons cette année, si on rentre dans ce sujet-là. La Coupe du Québec cette année, c'est quelques clubs de Ligue 2 et les clubs U19. Tu comprends? Donc, est-ce que la Coupe du Québec, dans le fond, c'est le petit bonbon pour les jeunes U19 qui ont performé là-dedans, qui veulent performer là-dedans, parce qu'il y a tellement de matchs, puis il y a d'autres enjeux pour des équipes de Ligue 1 et potentiellement de Ligue 2 l'année prochaine. Donc, est-ce que ce serait pas peut-être de ramener des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 dans une compétition parallèle? Est-ce que, tu sais, tout est à réfléchir. Donc, on est dans l'année 1, et là, ça va être le moment du débrief avec l'ensemble des clubs, des gouverneurs et de notre projet, et de savoir quels sont les bons coups, quels sont les mauvais coups, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, comment on fait pour garder cette énergie jusqu'à la fin. Mais je vais te dépasser, j'ai pas le choix parce que j'ai peur que tu ailles sur un autre sujet. Mais là, on a parlé de coupe. Et pour moi, je pense que c'est un sujet que beaucoup de monde ont demandé cette année et on était tous un peu en attente du format de la coupe cette année parce que la communication, je crois pas que c'était clair dès le début comment est-ce que les coupes allaient fonctionner pour les Ligue 2, tout ça. Comme tu as bien dit, il y a eu des U19 avec des Ligue 2. Mais est-ce qu'il y a un monde où on a une coupe un peu comme en France et partout en fait, hein, où tu as les trois ligues mélangées ensemble ou ne serait-ce que les deux premières? Mais écoute, normalement, la Coupe du Québec, là, tout le monde a l'opportunité de s'inscrire dedans. Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Donc, c'est sûr, c'est vraiment le vrai enjeu, là, je l'ai dit tantôt, c'est l'enjeu de calendrier. Et c'est l'enjeu de calendrier et l'enjeu d'infrastructure. Parce que dès que tu rentres dans la Coupe du Québec, là, tu dois commencer à placer des matchs la semaine. Mais tu as des clubs là, qui n'ont pas énormément d'infrastructures, qui n'ont pas énormément de terrain. Et durant la semaine, ils ont déjà des équipes U17 qui jouent des équipes U16, U15, U14, U13, le senior féminin, senior masculin, les régionales, etc. Et tout. Et ils n'ont plus de terrain. Ils n'ont plus de terrain. Donc, comment tu fais pour placer ces matchs-là? Et au début de la compétition, tu as beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, nous, ça va être de réfléchir aussi à comment faire pour alléger le calendrier tout en rajoutant des matchs de compétition parallèle. Et c'est un beau casse-tête, c'est un beau projet pour 2026, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment on va le faire. Avant qu'on aborde des sujets en 2026, on a parlé un peu du système de poule. En même temps, on a rapidement parlé sur la Ligue 1 féminine. Nous, on podcast de foot LS Pro, on promote, mais il faut dire les bonnes choses, il faut dire les mauvaises choses. Est-ce que tu crois que peut-être avec le système de poule, spécifiquement dans le domaine de la Ligue 1 féminine, on a vu un peu que ça marchait pas. On a vu le CS Saint-Hubert qui sort de la Ligue à mi-saison. Est-ce que c'est peut-être pas une recette qui marche pour tout le monde? J'ai envie de te dire que c'est pas à cause du format de poule que CS Saint-Hubert est sorti. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, en Ligue 1 féminine, il y a une obligation de terminer très tôt. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des poules et je suis vraiment content que tu m'amènes ce sujet parce que je me souviens l'un de mes premiers meetings de gouverneur, j'avais quelques clubs qui se plaignaient en disant ah ouais mais c'est pas juste que nous on va jouer 2 fois contre le CF Montréal alors que les autres une seule fois contre le CF Montréal. Et aujourd'hui à la fin de la saison, qui est allé en finale? Les 2 équipes qui n'étaient pas dans le groupe du CF Montréal. Donc, à un moment donné, il faut laisser parler le ballon, il faut laisser parler le terrain, et tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner, et la chance est à tout le monde. Donc, peu importe que tu appelles le CF Montréal, FC Laval, CSMRO, ça se gagne sur le terrain. Puis je trouve qu'au contraire, c'est ultra ouvert. Et si vous voyez les écarts de points, autant, on va reparler de la Ligue 2 féminine, mais à la dernière journée de la Ligue 2 féminine, il y avait 9 équipes qui avaient encore quelque chose en jeu. Il y en avait 2 qui pouvaient être championnes, il y en avait 6 qui pouvaient être encore reléguées. C'est vrai. Ça s'est joué à 1 point. Et le dernier qualifié pour les playoffs, il a, je pense, 5 points d'écart avec le premier qui est relégué. C'est extraordinaire, là. C'est une saison anxiogène pour le foot. Ah ouais, vraiment. Alors, là qu'on a parlé un peu assez de la Ligue 2, c'est quoi ton bilan, tes feelings en tant que commissaire ou en tant que Damien de la Ligue 2? Écoute, il y a beaucoup de clubs qui ont pris le projet au sérieux.
Ok, et l'idée, c'était dans le fond d'opérer. C'est bien que tu opères déjà comme un club de Ligue 1, même si tu n'es pas encore en Ligue 1. C'est sûr. Et moi, ça me rassure énormément parce que je vois des superbes organisations qui sont là, puis qui performent autant sur le terrain qu'au niveau organisationnel, qui ont les infrastructures, qui ont une équipe, un staff technique incroyable, qui ont un staff administratif incroyable. Et moi, ça me rassure parce que je me dis, on va avoir des projets sérieux l'année prochaine en Ligue 1, qui arrivent en Ligue 1. Et ça me rassure parce que les gens, ils ont pris goût à la LS Pro. Et là, on est dans la Ligue 2, mais on pourra se parler de la Ligue 3 aussi, où est-ce que l'engouement y est vraiment phénoménal. Et tu vas dans des stades où est-ce que tu as 150, 200, 250 personnes et pour voir des matchs de Ligue 3 et de Ligue 2, et on a parlé d'affluence tantôt, et moi, c'est ça la réponse. Cette année, j'ai été, je souligne d'ailleurs, une superbe infrastructure à Sorel pour un match de Ligue 2 féminine entre le club de soccer de Bas-du-Richelieu et Boucherville, le dernier match de la saison. Il y avait 150 personnes en estrade. Les deux équipes n'avaient plus rien à jouer. Et je vous en parle, l'infrastructure, elle est magnifique. Hein. J'ai jamais vu des lumières aussi belles dans un stade au Québec. C'est extraordinaire. Et il y avait de l'énergie en estrade. Il y avait des gens qui étaient venus voir quelque chose. Et on était un jeudi soir, là. C'était vraiment. Ouais. Non, c'était. Ouais. Je vous dis, et tranquillement pas vite, il ne faut pas oublier que le soccer, le foot, c'est le sport le plus populaire du monde. C'est vrai. Et il faut le ramener au peuple. Il faut faire en sorte que, on est là, c'est un communautaire. Et quand les clubs, ils ont compris que c'est communautaire, eh ben, ils vont grandir là-dedans. Et tu as des super exemples. Là. CS Saint-Laurent, c'est un club communautaire. Ça fait en sorte, c'est pas anodin le succès derrière ça. Et tous les clubs qui réfléchissent comme ça, de manière communautaire, et qui font un lien entre l'ensemble des jeunes, autant de leur arrondissement, de leur quartier, que des sportifs de leur club, et le lien entre les plus jeunes et les plus performances, c'est la formule gagnante pour le futur. Tu parles de la communauté. C'était une question que j'avais pour plus tard, mais c'est le moment un peu parfait. Est-ce que, du côté de la LS Pro et du Soccer Québec, c'est quoi votre mission de vraiment ramener plus de monde, ou plus de grandir les communautés de foot? Parce qu'on voit qu'on a le talent. Peut-être je suis biased, mais je trouve qu'au Québec, ça joue mieux que dans d'autres provinces. Peut-être que je parle caca, mais... Ça fait 2 Jeux du Canada de suite que le Québec gagne. Voilà, alors au niveau masculin. Il y a assez de preuves, même les féminins, ils l'ont gagné la dernière fois. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des équipes comme le CSL Rang qui va battre le Halifax Wanderers en Canadian Championship et qui vont revenir et que ça ne va pas être un sold-out stadium? Écoute, ce qui est intéressant là-dedans, c'est notre rôle à nous. Okay, nous, le rôle chez Soccer Québec, moi je pense, en tout cas dans mon rôle à moi pour la LS Pro, c'est vraiment d'offrir tous les moyens nécessaires au club de réussir. Okay? Le club, lui, a la force et doit faire le travail pour remplir son stade, pour travailler sur son projet en tant que tel. Moi, je suis là pour mettre des standards. En fait, nous sommes là pour mettre des standards, pour mettre une structure sérieuse, amener une compétition saine, équitable et relevée. D'accord ? À partir du moment où tu es capable de créer un produit où est-ce que les gens ils trouvent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans parce que c'est relevé, parce qu'il y a de l'énergie, parce que ça vaut la peine de se déplacer pour aller voir ça, là, on va commencer à avancer là-dedans. Donc, nous, on crée quelque chose, le club performe là-dedans, crée une identité, ramène sa communauté et on commence à avoir la recette pour le futur. Donc, il y a un peu de travail de tout le monde là-dedans. Et sans vraiment nommer d'équipe, parce que c'est pas ça ce qu'on cherche, mais est-ce que tu trouves que les clubs font pas assez de leur côté? Par exemple, je parle de Longueuil parce que c'est une équipe qui a vraiment une communauté, peut-être moins maintenant, mais quand je travaillais dans les médias de foot, il y avait la réserve, l'équipe réserve qui faisait le match de Saint-Laurent contre Longueuil. Terrain plein, il y avait des chants, il y avait des flares dans l'air. C'était vraiment, on dirait un match de Champions League. Sentiment d'appartenance. C'est un club où il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment d'appartenance. Puis on dirait toute la ville de Longueuil, elle a célébré sur le terrain après le match. Qu'est-ce qui fait en sorte que Longueuil, on peut faire ça, mais que les autres clubs, même c'était une équipe réserve, mais peut-être les équipes Ligue 1 n'arrivent pas à remplir leur stade? C'est dur à moi de faire ce comparatif-là parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est fait différemment. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à partir du moment où ton club a décidé de mettre son membre au centre de ses intérêts,
Mais il commence à avoir la formule gagnante. C'est-à-dire, tu l'as dit tantôt, rassembleur, avoir un sentiment d'appartenance, c'est ça qu'il faut faire. Et à partir du moment où les clubs commencent à mettre de l'énergie là-dedans et à créer un lien à travers leurs divers programmes, donc faire rentrer les jeunes sur le terrain avec les joueurs seniors, inviter les jeunes à des petites activités d'avant-match ou pendant la mi-temps, toutes ces choses-là. Mais on ne le fera pas en un jour, ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est au début d'une révolution un petit peu dans le soccer il faut accepter d'être patient là-dedans parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent dans le futur. Il y a de plus en plus de jeunes passionnés de soccer qui sont dans les organisations maintenant, qui sont au niveau de la gestion des organisations, qui sont au niveau de l'administration, qui sont au niveau du secteur technique. Donc, tranquillement, pas vite. On va commencer à avancer là-dedans et les idées vont se mettre en place et on va avancer. Je pense que le plus gros enjeu qu'on aurait, si, mettons, on s'en va vraiment dans la réponse de ta question, c'est plus un enjeu de météo, ou est-ce que dans le fond, on est coupé du soccer de octobre à avril. Et ça, c'est le plus gros enjeu. La continuité, c'est ça ce qui nous manque, tu trouves? J'ai envie de te dire qu'on n'est pas symétriquement avec les calendriers de soccer du monde entier. Et quand toi, tu joues, il n'y a pas d'autres équipes qui jouent. Donc là, la Première Ligue, elle a repris, le championnat français il reprend, toutes les ligues européennes reprennent progressivement. Et toi, tu termines ta ligue. Mais ça, c'est un enjeu de météo, mais ça reste que tranquillement pas vite, de plus en plus de jeunes s'intéressent au soccer. Et dans le passé, moi j'ai coaché pour le club de Rosemont en 2007-2008. Je coachais des U12, des U13. À l'époque, tous tes joueurs, 100% de tes joueurs, en septembre, tu terminais la Coupe des Présidents, ils partaient jouer au hockey. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir que les gens sont capables de garder leur membership, en tout cas une bonne partie de leur membership pendant l'hiver, et continuer ce développement-là. Mais juste avant de changer de sujet, parce que à la base tu parles de l'affluence et tu mentionnes comme exemple le CS Longueuil où on a mentionné qu'il y a beaucoup de monde de leur communauté qui ont un sentiment d'appartenance et je voudrais peut-être overlap sur un autre sujet qui favorise, à mon avis, c'est ce qui favorise ça. C'est souvent les clubs où tu vas voir beaucoup de monde dans les estrades, c'est les clubs qui font jouer les gars de chez eux. Les filles de chez elles. À Longueuil, tu auras beaucoup de jeunes qui viennent de là, qui ont été formés là, qui ont U14, U15, U16, U17. Finalement, ils jouent en semi-pro là-bas. Et c'est ça, je pense, qui ramène les gens au stade. Parce que oui, il y a un ami, j'ai un pote qui joue là, j'ai tout ça. Et ça m'amène au sujet de la rétention de joueurs. Peut-être que ça va au-delà de tes fonctions, mais je crois que c'est un souci que les clubs ont eu au niveau des dernières années où on voit beaucoup de mouvements de joueurs à droite à gauche. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as entendu comme contrainte? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà posé un œil ou peut-être qu'il y allait avoir des règlements éventuels sur, je sais pas, des mutés, tout ça? Parce qu'à la fin de la journée, les clubs forment leurs joueurs et parfois, il les voit partir dans celui qui est en Ligue 1. Par exemple, un club de Ligue 2 qui ne monte pas, peut-être s'il a un bon jeune, il va se faire approcher par un club de Ligue 1, tout ça. Tu me diras, c'est le foot. Mais est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça ou peut-être juste pas? Soccer Québec a mis en place une réforme suite à la demande des ARS, entre autres, et des clubs pour contrôler le mouvement de joueurs dans le juvénile. Ça a été mis en place en septembre ou en octobre l'année dernière, si je ne me trompe pas. Je vous invite à lire dessus. C'est quand même relativement précis. Ça fait en sorte que dans tes équipes, dépendamment de ta catégorie d'âge, tu as le droit à un certain nombre de joueurs mutés, dépendamment de 2, 4, 6, dépendamment vraiment de l'âge. Donc, c'est sûr que ça commence à être plus contrôlé. Donc, après, dans le senior, est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que les joueurs, quand ils signent une entente avec un club, quand ils s'inscrivent avec un club, ils sont bloqués dans un club, entre guillemets, pendant 1 an. Donc, c'est ça un peu l'entente qu'il y a entre les clubs. Mais après, tu ne peux pas vraiment empêcher des joueurs d'aller dans un tel projet ou un tel projet, dépendamment de ce qui est bon pour eux. Mais je pense que l'objectif final, c'est de faire en sorte que le jeune qui est prêt, il doit jouer. Le jeune qui est prêt, il doit jouer sur le jeu. Il doit être poussé à jouer et à performer.
pour son développement, pour les équipes du Québec, pour sa carrière. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent le jeu et qui font en sorte de plus en plus de pousser ces jeunes-là. Et pour revenir sur le point communautaire, on a dit tantôt, j'ai eu la chance d'aller voir un Rimouski Rivière-du-Loup à Rivière-du-Loup cet été en Ligue 3. Estrade était pleine. Petit barbecue en arrière. Et c'est communautaire. C'était les jeunes de l'endroit qui étaient là. C'est ça. Et c'est la même chose quand tu vas voir un Saguenay, Venturi du Saguenay contre Boréal d'Alma, ça va être la même situation. Exact. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, dans les petits clubs, non pas les petits clubs, mais les clubs dans ces régions un peu moins populées, est-ce que, ça me fait penser, est-ce qu'à Montréal, on a trop d'équipes et c'est pour ça que peut-être le monde qui vont regarder se dilute un peu? Écoute, je ne saurais pas te dire. Une chose est sûre, c'est que je ne pense pas qu'on a trop d'équipes parce qu'elles sont en matière d'arrondissement. Okay, donc, c'est vraiment en fonction de ton arrondissement que tu as une équipe. Je pense que c'est le fun de pouvoir avoir aussi des équipes de régions éloignées parce que, tu sais, le soccer au Québec, ce n'est pas juste Montréal et sa grande région. Je pense que ce gâteau, il doit être partagé entre tout le monde pour donner l'opportunité aux jeunes qui viennent de loin. Tu sais, il peut y avoir un talent qui est à Rimouski, qui est à Rivière-du-Loup, qui est à Val-d'Or. Il peut être là, ce talent-là. Et il doit pouvoir se montrer. Qui sait, un jour, il va venir faire ses études à Montréal et il va poursuivre son rêve de performer là-dedans. Donc, je pense que c'est notre rôle à nous de vraiment être capable de montrer le talent qui vient de partout. Après... Montréal restera Montréal. Tu sais, on a une démographie différente de ce qu'il y a ailleurs. Donc, c'est pour ça que peut-être quand tu sors de la grande région, tu vas avoir c'est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus centré. Ça va être des effectifs plus réduits. Mais à Montréal, on a tellement de monde, tellement d'arrivées de monde, tellement de gens qui ont envie de venir ici. Tu sais, tu peux convaincre des gens de venir ici aussi pour des projets soccer. C'est vrai. Ouais. Excuse-moi, Karim, là, justement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, déjà, j'adhère sur 2 points que tu viens de dire. Déjà, de un, le truc comme quoi il y a un travail aussi des clubs qui doivent être faits. Mais sur le point que tu viens de dire maintenant, qu'il y a du talent ailleurs que juste à Montréal. Moi, comme ces gars-là le savent, moi, j'adore commencer à donner les éloges au reste. Ça, c'est vrai. Lui, Québec. Il donne tout le temps les éloges au reste. Parce que moi-même, j'ai beaucoup voyagé au Québec à cause de ce que je fais. Puis j'ai vu des talents que je me dis, mais comment personne parle de lui. Mais aussi par rapport à ce que tu disais des clubs. Et ça, si je fais le lien, là-bas aussi, qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant une grande communauté, c'est que les clubs, on va pas se mentir, là-bas, il n'y a pas trop de trucs à faire. Donc, les clubs, c'est une activité communautaire que tout le monde veut aller là-bas, regarder le match, voir ton ami, ton cousin, ton petit frère, ton grand frère jouer, ou même ta cousine, ta petite soeur, ta grande soeur ou quoi que ce soit. Et même, des fois, il y a des mères qui jouent. Fait que là, on voit tous les enfants là en train de regarder. Et c'est super le fun. Moi, j'adore ça. C'est ce point-là qui me fait penser parce qu'à Montréal, ou même à Québec, on a 20 000 équipes. Par exemple, tu prends juste à 1h30 d'ici, je vais checker le Vermont Green. Le Vermont Green qui attire 5000 fans à tous les matchs, sold out. Tu ne peux pas trouver un siège, c'est impossible. Ce club-là génère dans les millions de dollars. Club semi-pro, c'est vraiment c'est un niveau d'un FC Laval, SS Laurent. Mais c'est la seule équipe dans la province, dans le state de Vermont. Mais c'est... Alors, est-ce que je me demande, moi, parce que je reviens à Montréal, toujours 1h30 de route, je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça? Mais tu vois, attends, si tu étais pour avoir une équipe de Montréal, ce serait laquelle? Vas-y, dis. Ah, c'est ça! Mais tu vois, le point que tu viens de dire, c'est exactement ce que je voulais te demander comme question. Il y a des équipes, moi je le dis tout le temps, il y a des équipes à Montréal qui prennent beaucoup plus au sérieux l'aspect événementiel de leur match que d'autres. Ouais. Sans nommer de nom, mais tout le monde va le savoir. Quand tu vas à certains matchs, tu vois que c'est un événement que tu as envie de retourner. Et quand tu vas à d'autres matchs, tu vois que c'est juste un match de foot et que tu pourras aller regarder un match PLGQ et c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des attentes au niveau de la fédération pour une équipe de Ligue 1 du Québec, juste de la LS Pro en général, de eux aussi faire leur travail événementiel, de faire en sorte que les équipes mettent en place un vrai événement, un show, parce que sinon, ça... Tu sais, la Ligue peut faire ce qu'elle fait, mais si les clubs n'aident pas... Si vous imposez des barbecues, en tout cas, vous allez avoir des gens... vous allez voir. Et premièrement, cette année, comme je t'ai dit tantôt, on essaye de... on met les choses en place et on travaille pour une année 2. Donc là, on a imposé le fait d'avoir un coordonnateur de match. C'est-à-dire un responsable de club qui est là, puis qui accueille l'équipe visiteur, accueille les arbitres, essaye de guider, etc. Et cette année, c'était imposé, mais... pas obligatoire, en informant qu'en 2026, ça allait être obligatoire. C'est-à-dire que dans le fond, on a laissé tout le monde s'adapter.
réaliser l'importance de ce rôle-là. Parce que ça reste que c'est un événement en tant que tel. Tu l'as dit tantôt, en région, c'est un événement. Tu t'en vas là-bas, c'est un beau moment que tu passes en famille, un dimanche après-midi, un samedi après-midi, avec une belle game de soccer où est-ce que tu vois le talent de ta région. Et à Montréal, tu as les mêmes talents. Sauf que c'est pas ta région, c'est ton arrondissement. Mais certes, c'est tes amis, c'est ta famille, etc. et tout. Mais le club doit prendre au sérieux ça. Il doit prendre au sérieux. Et en fait, il y en a beaucoup qui le prennent au sérieux. Que c'est un côté communautaire et qu'il faut apporter un plus à son événement. Donc, vous l'avez nommé tantôt, je sais plus qui l'a dit, CS La Salle. Tu t'en vas voir un match là-bas, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est magnifique à voir. Là, et il faut plus de CS La Salle comme ça au niveau de la structure organisationnelle. On est tous d'accord. Hein. Mais ça, soit dit en passant, ça aussi, c'est un club qui a mis sur le terrain des mecs de chez eux. Et la question, on prend du recul, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres clubs de Ligue 2 CS La Salle, ils n'avaient pas d'équipe senior. Ils n'avaient pas d'historique, vraiment. Il y a eu, vous pouvez me dire peut-être le Cosmos de La Salle dans les années 70, c'était l'un des premiers clubs semi-pro. Moi non plus, pas loin par contre. Mais tu vois, ils ont juste eu une équipe technique et administrative qui a travaillé dans ce sens parce qu'ils ont eu une vision et ils ont travaillé dans ce sens-là. Au final, c'est entertaining. Genre, tu regardes La Salle, le foot, comme tu disais, c'est business of entertainment. Mais c'est entertaining. Alors, le monde va venir. Mais je pense aussi que, enfin, pas pour parler de La Salle, mais dans un sens, les clubs ont besoin de générer des revenus, je crois. Et peut-être que cet événement, ce match, c'est un événement pour vendre, avoir une cantine, vendre de la nourriture, vendre des articles du club, tout ça, pour générer des revenus. Là aussi, est-ce que tu peux te prononcer, Damien, sur qu'est-ce que la Ligue fait pour encourager les clubs à générer des revenus? Est-ce qu'il y a une sorte de main invisible qui vient aider les clubs, tout ça? C'est comment? Parce qu'on sait que ça coûte cher d'avoir une équipe semi-pro. Vraiment. Ça coûte très cher. Et même qu'on arrive même à non seulement... Ça coûte cher de l'avoir opérationnellement parlant, mais maintenant on paye des joueurs, on a des staffs qui sont payés, et des fois il y a des clubs qui ont beaucoup de gens dans le staff. Donc est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus financièrement où peut-être la Ligue elle régit, elle essaie de poser un standard ou... Écoute, honnêtement, moi c'est un des gros enjeux. Je l'ai dit cette année, pour avoir parlé avec beaucoup de clubs, il y a un gros enjeu financier parce qu'une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de Ligue 3, ça coûte cher. Il ne faut pas oublier que autant la fédération que les clubs, tout le monde, ce sont des OBNL et qu'il y a des budgets et qu'il faut respecter les budgets. Et il faut que tu justifies ta dépense. Donc le Celtics du Haut-Richelieu avait fait un super travail en 3A. Je pense que ça avait été les précurseurs à l'époque dans le début des années 2000-2010. Peut-être plus début des années 2000, dans le fond, il y avait une gratuité. C'était les premiers à avoir apporté la gratuité dans le soccer senior 3A. Mais en échange de ça, il devait y avoir une implication de l'ensemble de leur équipe. Et donc, ils avaient des contrats de joueurs qui faisaient en sorte que, écoute, tu ne payes pas ta saison. Puis on se souvient, à l'époque, les saisons, c'était 500, 800, 900, 1000 dollars pour la saison. Mais comment veux-tu que je convainque le meilleur joueur de venir chez moi si je lui dis ça va te coûter 1000 dollars? Donc, ils avaient trouvé cette espèce de technicalité où, dans le fond, les joueurs, ils devaient s'impliquer. Donc, il y avait la fête du club. Il y avait certains entraînements avec les jeunes. Exactement. Tout le monde peut faire ça. Je veux dire, ils l'ont inventé, eux autres, à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Il suffit juste d'expliquer et puis de partager ta vision. Et ça va créer un lien. Donc ça c'est au niveau du retour d'implication par rapport à comment tu fais pour baisser tes frais et comment tu fais pour sauver de l'argent. Il est certain que dans la réflexion de nos groupes, dans la réflexion de nos calendriers, des déplacements, nous, on a des améliorations possible à faire de notre côté à nous de Ligue pour faire en sorte de, par exemple, avoir le groupe U19 des réserves de Ligue 1 ensemble. Donc les U19 espoirs sont ensemble. Comme ça, quand tu vas jouer à Québec, ton U19 va aussi jouer à Québec back à back. Et ça fait en sorte que tu sauves sur ton autobus. D'accord? De faire en sorte il y a des réflexions à faire de notre côté. Et ça, c'est vraiment, je pense que l'un des plus gros coûts pour les clubs, c'est le transport.
Ça, c'est vraiment avec la montée du prix des locations, Ouais. des gaz, Ouais. etc. Et tout. Donc, ça, c'est vraiment le premier enjeu. Après, tu sais, essayer d'aller chercher des partenaires majeurs, ça, c'est sûr que c'est un point très important. Trouver un naming à la ligue, trouver ce genre de détails-là sur lesquels on travaillera dans le futur pour faire en sorte d'aller chercher un maximum de sous et de pouvoir redistribuer ces sous-là. Qui sait, un jour, peut-être faire de la web diffusion et d'avoir des droits d'image et de redonner ces droits d'image-là. Ouais. Tout ça, ça fait partie des projets. Toutes les ligues sont passées par là. Donc, on regarde, on essaye, on est dans l'année 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut avancer? Comment on peut avancer? Parce que la finalité, c'est de faire en sorte que le club puisse se concentrer à faire jouer son jeune, faire développer son jeune et offrir un spectacle sur le terrain. Nous, on met le cadre et on essaye de te permettre de faire ça du mieux qu'on peut. Il y a quelques mots que tu répètes assez, puis je trouve qu'on va en parler plus. La communauté, puis aussi l'identité. Et on va parler un peu plus de l'identité, une des identités du Soccer Québec, c'est le support envers les arbitres. Nous, ici, on est pro-arbitre. On sait que... Je commence comme ça pour te faire sentir que C'est pour ça que tu as mis un je chandail t'attaque pas, carton tu vois. jaune. Carton jaune. C'est bon, excellent. Ouais. Mais je dis ça, déjà, je sais qu'au Canada, le Québec produit le plus de numéros d'arbitres. Je crois dans les 40%. Ouais. Truc du genre. Alors déjà, on a une plus grosse pool j'imagine, à avoir. Alors normalement, on aura des meilleurs arbitres que d'autres provinces. Alors on ne peut pas trop se plaindre. Depuis qu'on a commencé ce podcast, les commentaires qu'on reçoit le plus, c'est sur l'arbitrage. Il y a eu quelques instants durant la saison qui ont créé des polémiques intéressantes. Pour nous, on veut savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes au courant au Soccer Québec? Est-ce que au Soccer Québec est au courant de tout ce qui se passe en ligne? Et est-ce qu'il y a des actions qui se déroulent après ces événements-là? Écoute, une chose est sûre. Soccer Québec est la province du Québec est la meilleure province au niveau de la formation des arbitres au Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu formes des arbitres, tu les formes, et puis quand ils commencent à être bons et qu'ils devraient arbitrer dans ta Ligue 1, hop, ils sont pris en CPL, hop, ils sont pris en MLS. Donc, en fait, tu es en constante formation. Donc, ce travail-là, il est extraordinaire. Vraiment, je le souligne parce qu'on va se le dire, hein, tous ensemble, sans les arbitres, il n'y a pas de match. C'est vrai. D'accord? Donc, le plus gros enjeu, c'est que dans le fond, en matière d'expérience, eh ben, on est en constante formation. On est en constante formation. L'arbitre, peu importe que tu sois, on l'a vu en IPL en fin de semaine, il y a déjà dernier match, on en a fait parler là, dans Manchester contre Arsenal. Ça va toujours être un sujet de discussion, VAR, pas VAR, arbitre international, arbitre régional, peu importe, ça sera toujours un enjeu. Toi, en tant que club, c'est sûr que ça va dépendre de la mentalité que tu vas avoir là-dedans. Tu sais, on a fait des statistiques dans l'ensemble des ligues de la LS Pro, donc dans l'ensemble des 7 ligues de la LS Pro, et il y a une récurrence dans une ligue où est-ce que souvent on va peut-être plus se plaindre. Ah ouais, non, mais si, mais ça, etc. Ça se plaint. Et bizarrement, c'est la ligue où est-ce qu'il y a le plus d'enjeux. Donc, est-ce que les arbitres sont moins expérimentés dans cette ligue-là, ou est-ce que le jeu est plus intense parce qu'il y a plus d'enjeux? Tu sais, c'est toujours les bonnes questions qu'il faut se poser. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours de l'amélioration à faire. On n'est pas parfait, ça c'est clair. On vise à le devenir. Donc, on écoute, on entend, on voit. Tu sais, on est intelligent là, on sait quand on a fait une erreur, et beaucoup de formation qui est faite, beaucoup d'analyse de VO. Donc, dès qu'on a des matchs, on a des VO. Il y a des retours sur les arbitres qui ont fait des matchs, sur l'ensemble des points. Regarde, là tu as manqué ce call, là tu as réussi ce call, là bien vu, si, etc. Et tout. Donc beaucoup de matchs évalués avec vidéo, après et pendant. Énormément de supports et de soutiens qui sont offerts pour améliorer l'arbitrage. C'est sûr que je pense que les incidents dont tu me parlais tantôt, j'en ai pas forcément entendu parler, mais quand il y a des incidents, peu importe qu'ils soient au niveau des médias sociaux, il y a des sanctions qui viennent avec.
Donc les politiques de discipline sont vraiment très claires. Vous pouvez les trouver sur le site internet de Soccer Québec. Donc les règlements de discipline, et puis c'est vraiment très détaillé. Donc faut vraiment faire attention. Puis cette année, on a eu malheureusement, moi je dis malheureusement parce que quand tu sanctionnes gravement des individus, pour moi c'est dommage parce que tu enlèves une personne de jouer au soccer pendant 3 mois, pendant 6 mois. Donc est-ce que tu as envie de ça? Non. Il faut que tu fasses le travail pour faire en sorte que cet incident n'arrive pas. Et là, les clubs ont un petit peu de travail aussi à faire dessus. Puis il y a des clubs qui le font très bien. Vraiment. Incroyable. Puis, pas vraiment pour choisir de moments précis, mais ça m'emmène vers ma prochaine question. Mais on a vu un moment clé où il y a eu beaucoup de controverses un peu avec l'arbitrage pendant un des matchs diffusés par la Ligue 1. Moins sur l'arbitrage, plus sur la diffusion. C'était quoi vos attentes et vos objectifs pour cette saison-là en tant que diffuser tous les matchs de la semaine Ligue 1? Puis est-ce que pour l'instant ça hit le target ou est-ce qu'il y a du travail à faire encore? Écoute, on a fait des super trucs, on a fait des moins bons trucs, on s'est adapté. Okay, le premier enjeu pour faire de la web diffusion, c'est accès à l'électricité, accès à Internet. Ouais. D'accord? Donc, parlez-moi d'une infrastructure extérieure au Québec, parce que tu as l'électricité là et tu as Internet là. Donc, le premier enjeu, ça a été d'investir dans un système de Wi-Fi portable pour faire en sorte d'être sûr de pouvoir bien diffuser. Donc, au début, on avait des enjeux parce qu'il fallait le mettre à une certaine hauteur, etc. Et tout, mais tranquillement, pas vite. On a commencé, je pense, à bien faire ça. Et on a eu des super matchs qui ont été faits, qui ont été web diffusés. Et je pense que c'est ça l'avenir. Parce que il y a beaucoup de gens qui... Moi, je me souviens, vous avez vu le CPL quand on a organisé la journée de détection 19. Fin 2022. Et c'était pendant le 31... Ah, cette année, oui. 31 juillet, oui. à Québec, il pleuvait. On avait organisé une détection avec la CPL des joueurs U19 du Québec. Et en même temps, il y avait le match le soir de CPL. Et en même temps, il y avait le choc de Ligue 2 entre Lakeshore et la salle, qui était web diffusée. Mais dans la loge, on avait notre petit iPhone et on regardait notre match en même temps, puis on suivait, puis oh my God, et c'est ça la vibe. Et plus on s'en va vers là, et plus on va commencer à offrir une qualité à notre produit. Parce que qui dit qu'il n'y a pas des gens ailleurs qui ont regardé ça, qui ont repéré un latéral gauche, un latéral droit, un attaquant, le gardien. Ah, c'est qui lui? On va peut-être plus l'observer. Donc on promouvoit notre talent le plus possible. Donc l'ensemble de ces éléments marketing, l'ensemble de ces éléments de communication, c'est pour mettre de l'avant. Et tantôt tu parlais des jeunes talents de régions, entre guillemets, éloignées. Il y a un kid à Rimouski, je pense qu'il a claqué... en Ligue 3. Ouais, en Ligue 3. Une masse de buts incroyable pour le nombre de matchs joués. Et moi, je l'ai vu, explosif, phénoménal. Là. C'est extraordinaire. Donc, lui, il va probablement, j'ose espérer, être peut-être repéré par des clubs. Là. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Puis au niveau du streaming, est-ce que l'objectif pour Soccer Québec ou la LS Pro, c'est de vraiment tout centraliser avec la LS Pro, ou est-ce que c'est vraiment de donner le pouvoir à un peu tout le monde on le voit un peu avec l'FC Laval qui stream leur match, on voit avec le Celtics de Richelieu qui stream sur MySports. Juste pour dire que, est-ce que l'objectif c'est que tout est regardé sur une chaîne ou tout le monde, si vous êtes capable, faites-le. Et juste, excuse-moi Damien, juste avant que tu répondes, enfin, comme tu as très très bien dit, peut-être dans l'objectif qu'un joueur se fasse repérer éventuellement parce qu'on ne sait pas qui regarde, tu as les plateformes MyScout, tout ça, les plateformes de recrutement qui existent pour les recruteurs de club pro, clairement. Justement, est-ce qu'il y a en même temps, je pose une question qui va avec la tienne, Karim. Est-ce qu'il y a un objectif éventuellement d'être sur ces plateformes de recrutement, éventuellement? Si on parle d'une ligue semi-pro, parce qu'en France, je peux, moi, de chez moi, payer et regarder des matchs de U19 nationaux, de U17 nationaux. Est-ce que éventuellement, ça serait une réalité pour la Ligue 1 semi-pro? Écoute, on ferme la porte à aucun projet. Donc, et il y a déjà des gens qui nous ont approchés pour avoir les statistiques de la Ligue 1, entre autres, parce qu'on travaille avec une compagnie, Sports AI, qui nous aide pour ça. En termes de streaming et de web diffusion,
il faut comprendre que les droits d'image, ils appartiennent à la Ligue. Ils appartiennent à Soccer Québec. L'idée, c'est vraiment de travailler sur le modèle d'affaires qui est fait dans le monde entier. On ne va pas réinventer la roue. C'est de faire en sorte de générer de l'argent là-dedans et de pouvoir le redistribuer aux personnes qui font ce spectacle-là. Donc, qui performent. Donc, c'est-à-dire les clubs, dans le fond. C'est eux qui ont des coûts. Et dans le fond, si on est capable d'arriver avec cette logique-là, probablement que on va être capable de répondre à un des éléments chez les clubs qui est de baisser les coûts pour performer, puis à un moment donné, les aider, les supporter, c'est ça l'idée. Alors, on est en réflexion. Est-ce que l'année prochaine, on fait en sorte d'avoir des partenaires pour web diffuser telle ligue, telle ligue, telle ligue? Est-ce qu'on web diffuse tous les matchs de la Ligue 1 via les VO Live? Est-ce que on commente on diffuse tout? Est-ce qu'il y a... Tout est possible. Ouais. Tout est possible. Ce qui va être le défi, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait pour que ce soit pertinent. Parce qu'il faut que ce soit pertinent à la fin. On n'a pas envie de web diffuser quelque chose et qu'au final, il y a 4-5 spectateurs. On a touché, je pense, il y a certains matchs où on a 600, 700, 800 personnes en même temps. En même temps, oui. Et ça cumule genre 5 000, 6 000. Match de Ligue 2, là. Ouais. Match de Ligue 2. Premier match, entre autres, ouais. Donc, c'était attendu. Et là, la Ligue 2, la Ligue 1, l'ensemble de la LS Pro l'année prochaine, on va essayer vu qu'on a une année d'expérience, on va la préparer un peu à l'avance, on va essayer de la lancer. Donc plein de choses. Et pourquoi je te pose la question, c'est parce que je travaille dans les médias et moi, quand je regarde Soccer Québec, je vois que vous prenez deux différentes directions quand ça vient aux médias. Les matchs diffusés, on dirait que vous voulez garder ça un peu pour vous, pendant que tout ce qui est médias sur le terrain, c'est un peu un free-for-all. Moi, j'aime ça parce que, comme Diego, on l'a constaté au match de FC LAS, limite, il y avait plus de photographes que de spectateurs. Tu vois, oui, je fais une blague, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tous les jeunes qui, peut-être c'est leur première fois qu'ils attrapent une caméra, ils ont eu la chance de filmer un bon match. Et après, eux, ils utilisent ça, ils envoient ça à leurs amis ou leurs comptes où ils sont payés par le club pour prendre des photos. Est-ce que c'est le cas sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment celui qui veut être, il peut l'être, il peut avoir une accréditation? On a un département de communication chez Soccer Québec qui gère l'ensemble des accréditations. Donc, tu fais tes demandes, il y a des analyses qui sont faites, puis évidemment, le photographe local, on veut qu'il soit là, on veut qu'il promouvoie la Ligue au final. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau des dossiers des communications par rapport à l'ensemble de ces accréditations-là. Mais écoute, plus on a de monde qui veulent prendre en photo et plus on a de monde qui veulent venir travailler pour web diffuser les matchs et montrer au monde le talent québécois, et plus on va être content, là, tu comprends. Le plus important, c'est nous de mettre un cadre réglementaire à ça et d'être sûr que c'est fait dans les règles de l'art et dans les normes pour pas qu'il y ait personne qui vive de préjudice là-dedans. Tu sais, on a eu un jour un club qui m'appelle, qui me dit: Damien, j'ai tel club qui vient installer sa VO sur mon terrain, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il dit: non, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas d'autorisation. Tu vas dire: ouais, mais parce qu'il jouait contre lui la semaine d'après, mais il voulait. Wow. Mais c'est le fun, c'est des belles petites histoires. Parfait. Juste pour la saison 2026, déjà, une saison, je trouve que ça a été le fun cette saison en tant que regardant la Ligue 1, Ligue 2. Incroyable, vraiment. C'est le plus de plaisir qu'on a eu dans des ligues, dans la LS Pro. Est-ce qu'il y a des ajustements que vous voulez faire, l'équipe Soccer Québec, au niveau du calendrier, du format de la saison, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 19? Ouais. Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion. Je ne peux pas en parler pour le moment. Je vais peut-être te mettre de l'avant le projet qui serait le plus avancé, mettons. Donc ce serait peut-être un scoop. Mais on est en forte réflexion et il y a de très fortes chances pour qu'il y ait une création de Ligue 3 féminine. Justement parce que il y a une demande, il y a un besoin. Donc à date, les voyants sont au vert. Ça va être de savoir comment on fait pour ne pas diluer le talent, parce que forcément au niveau de la démographie du soccer féminin, on n'est pas dans la même démographie que le soccer masculin en termes de nombre. Donc comment on fait pour supporter le soccer féminin du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est l'une des choses qui sont parmi les gros travaux de l'année prochaine. Après, ça va être de réfléchir quelle est la pertinence du Final 8 en Ligue 1. Est-ce qu'il
on pourrait avoir une ligue, une coupe entre la Ligue 1 et la Ligue 2. J'entends en ce moment des équipes de Ligue 2 qui pensent pouvoir battre le club de soccer Saint-Laurent, par exemple. Une super coupe, très très bon point. Beaucoup de choses. Moi, honnêtement, je suis très accessible. Les gens m'appellent, me suggèrent des idées, je les note tout. On y va, on regarde la faisabilité. Après, on doit passer par l'ensemble des paliers de gouvernance parce qu'il faut vraiment comprendre que Soccer Québec, oui, on a un commissaire qui régit une ligue, qui est là pour supporter les clubs, qui est là pour faire appliquer les règlements, qui est là pour être un peu un médiateur souvent et qui propose des projets. Mais après, il y a un principe de gouvernance décisionnelle. Les projets passent dans plusieurs paliers de vote et puis ça arrive et puis on va de l'avant. Donc voilà. Diego, on en parlait un peu avant. Qu'est-ce que tu en penses du format un peu du Final 8 ou la coupe? Ça s'appelle comment, Coupe Québec? La Coupe de la Ligue 1. Coupe Ligue 1. Déjà, perso, entre moi et toi, il faut trouver des noms pour toutes ces coupes-là. Moi, je suis perdu. Je ne sais plus c'est quoi la Coupe du Québec, Coupe Ligue 1, je ne sais pas. Mais on en parlait un peu, peut-être une Coupe Québec-Ontario. Qu'est-ce que tu en penses, Diego? Ouais, ça, je me disais, parce que moi, ce que je trouve dommage, je voulais poser une autre question sur les communications, mais ça sera après. Ce que je trouve dommage, c'est que environ vers maintenant de la saison, il y a l'engouement des gens, surtout en Ligue 1 du Québec. Et après, c'est peut-être hors du contrôle de Soccer Québec, mais c'est aussi à cause de RSEQ, le collégial, l'universitaire et tout ça. Mais par exemple, de la Coupe de la Ligue 1 du Québec, il y a beaucoup de joueurs qui décident de ne pas la jouer pour ensuite jouer avec l'universitaire. Est-ce qu'il y a une façon, je sais pas moi, de créer de l'engouement tout le temps? Après, c'est impossible de créer de l'engouement infini non plus. Mais par exemple, une coupe contre Ontario, une super coupe, peut-être une coupe de Ligue 1 du Québec qui se déroule, par exemple, pendant la saison, comme en France, par exemple, la Coupe de France, c'est pendant la saison. Tu gagnes la coupe avant la fin de la saison. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui est possible. Écoute, aussi. tu apportes des bons points. C'est tous les points de réflexion cette année qu'on a eu à l'interne. On l'a dit, la pertinence du Final 8. Il ne faut pas oublier que souvent, ce sont des décisions qui ont été prises par les gouverneurs des clubs dans lesquels on échange avec, etc. Et tout. Aujourd'hui, ça vaut la peine de prendre un step back, de regarder, d'analyser, de voir s'il y a encore la pertinence de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Tu parlais Ontario, mais pourquoi pas Halifax? Pourquoi pas le Nouveau-Brunswick? Pourquoi pas une espèce de mini-coupe? Tout est possible pour de vrai. Honnêtement, ça va dépendre des fonds. Surtout, ça va dépendre du volet financier qui va derrière ça, de comment tu peux supporter les clubs à faire ça pour pas que ce soit un frais supplémentaire, comment tu peux faire en sorte pour le garder avec un enjeu sans nuire forcément au volet RSEQ ou universitaire, collégial, etc. et tout. En début de saison, est-ce qu'il y a une super coupe en intérieur, dans un stade qui serait plein, parce que tu as le champion de la Ligue 1 qui joue contre le champion de la Ligue 2? Est-ce que ce ne serait pas pertinent de faire quelque chose comme ça? Écoute, mais on rentre encore dans le premier point qu'on a discuté tantôt. Il y a toujours l'enjeu de calendrier. À quel moment on commence, à quel moment on termine? Tu sais, il y a un championnat d'hiver, il y a les inscriptions. Exactement. Ouais. Soyons pertinents. Et c'est pour ça que, autant que vous, je suis quelqu'un qui est un grand fan un championnat unique. Mais quand tu as 12 équipes dans un championnat, tu as 22 semaines de match. Et quand tu as les mêmes 12 équipes dans 2 poules, tu as 16 semaines de match. Donc tu viens de gagner 6 semaines de compétition sur lesquelles tu peux mettre un Final Four sur 2 semaines, puis tu as 4 semaines pour faire une autre coupe si tu veux. Là. Ouais. Et là, du coup, tu as de l'enjeu tout le temps. Là. Tu sais, il faut y penser. Là. Ça a des plus et des moins. Ça, c'est sûr. Toute décision aura toujours un volet positif, un volet négatif. Mais quel est le meilleur gain pour la communauté? Faut essayer. Hein. Ah oui. Mais ça voudrait dire peut-être qu'on n'aura peut-être jamais dans un système à 2 poules, peut-être qu'il y a des MRO Saint-Laurent qu'on ne verra plus, ou des FC Laval AS Laval. Non, forcément. Non, parce que tu as forcément c'est un match aller-retour dans ta poule et un match contre l'autre poule. Ah oui, d'accord. Donc tu joues forcément contre tout le monde. Ouais. Mais il n'y a pas d'aller-retour nécessairement contre l'autre poule. Ouais. Mais tu vois, admettons que tu es 2 équipes de Québec et qu'elles ne sont pas dans la même poule. Mais au lieu que tu voyages 2 fois, tu vas voyager différemment. Ouais. Tu vois, au lieu de voyager 2 fois là-bas, là tu vas... non, ça va être la même chose dans ce cas-là, mais ça peut limiter le nombre de déplacements. Ça dépend si tu tombes chez eux ou si tu tombes chez toi. Ça peut limiter. Ouais, c'est ça. Où est-ce que vous voyez Soccer Québec dans les prochaines 3 années? On sait que
Moi, je suis juste LS Pro. Hein. Ouais. Soccer Québec, je vais Oui, appeler. c'est vrai, Ah, ok, on l'a refait. Ok. Où est-ce où est-ce que vous voyez la LS Pro dans les prochaines 3 années, sachant que Ligue 1 Canada, qui gouverne un peu le reste du Canada, Ouais. sont intéressés un peu avec la Ligue 1 Québec. Ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va peut-être voir se marier ou est-ce qu'on fait les choses tout seul? Mais écoute, moi, je trouve que Soccer Québec prend vraiment bien soin des joueurs de foot au Québec et de ses clubs et de ses membres. Donc, je vois pas forcément la pertinence d'avoir d'autres personnes mettre leur nez là-dedans. Tu sais, ça, C'est juste. mon avis personnel. Maintenant, où est-ce que je vois la LS Pro dans les 3 prochaines années? Ben, il faut qu'on continue à monter les standards. Il faut qu'on continue à aider les clubs et pour que ce soit un rendez-vous, là. Tu sais, il faut que ce soit un rendez-vous, il faut qu'on ait le premier match de la saison et que ce soit plein, que ce soit guichet fermé, que l'ensemble de tes c'est pas compliqué. Si tu es capable d'amener tes membres, beaucoup de clubs ont 1000, 1500 membres, 2000 membres dans la LS Pro. Tu sais, si tu fais en sorte de faire une journée de ta première journée de championnat, tu invites tous tes membres à venir, tu fais ça un samedi après-midi, tu remplis tes estrades là. C'est pas compliqué, mais il faut que nous, on offre les outils et on donne les moyens au club de pouvoir le faire. Est-ce que ça passe par de la formation? Est-ce que ça passe par de l'encadrement? Est-ce que ça passe par un support humain, un support financier? C'est guider du mieux qu'on peut pour qu'ensemble on avance. Tu sais, aujourd'hui, on peut parler des bons coups et des moins bons coups. Par exemple, dans l'ensemble de la Ligue, c'est sûr qu'il y a des gros enjeux d'infrastructure. Tu sais, pour moi, c'est pas acceptable qu'en LS Pro, il y ait des équipes qui reçoivent d'autres équipes et que les vestiaires soient en rénovation, par exemple. Si ça arrive en Ligue 1 Ontario, par exemple, le club domicile doit payer des chambres d'hôtel au club qui vient pour aller prendre la douche après le match. Ouais. Tu comprends? Donc, mais eux, ils sont à quel niveau de leur expérience en Ligue? Nous, on est dans l'année 1. Ouais. Donc, il y a des améliorations. Mais ça, par exemple, ça va être un gros enjeu de l'année prochaine. Quitte à choisir peut-être des clubs et des équipes en fonction, vous avez une infrastructure qui a du sens. Vous êtes capable de contrôler votre infrastructure. Est-ce qu'elle est sécuritaire? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'envahissement de terrain? Est-ce que les joueurs de l'autre équipe sont en sécurité? Est-ce que les arbitres sont en sécurité? Est-ce que les spectateurs sont en sécurité? Tu sais, est-ce qu'il y a des douches? Est-ce que les arbitres ont des douches? Est-ce que les visiteurs ont des douches s'ils ont 3 heures de route après aller à Québec? Tu sais, tout ça, pour moi, c'est des éléments cruciaux. Ce qu'on appelle la forme. Et là, on va être dans une amélioration de forme le plus possible. Dans l'ensemble des choses qu'on a faites cette année. La forme, c'est au niveau de la création de nos calendriers. C'est au niveau de notre qualité d'arbitrage. C'est au niveau de ces infrastructures domicile. Donc, dès qu'on va commencer à pouvoir régler la forme, améliorer la forme, parce qu'il y a des gens qui le font très bien, à juste améliorer la forme, après on va pouvoir aller un peu plus dans le fond. Parce que la passion, elle est là. Ouais. La passion, elle est là. Finalement, est-ce que vous avez un message pour les clubs, les joueurs, les entraîneurs pour la saison 2026? Continuez votre bon travail, continuez à faire vivre cette flamme, parce qu'ils font vivre la flamme de la LS Pro. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit tantôt, d'aller un peu partout voir des matchs. J'ai été à Trois-Rivières, j'ai été à Québec à plusieurs reprises, à Rivière-du-Loup, j'ai été à Gatineau, j'ai même été à Ottawa aussi. Écoute, sur Rive-Sud, Rive-Nord, là, j'en ai vu beaucoup des matchs cet été parce que je voulais voir un peu filer la vibe de la LS Pro. Puis c'est magique quand tu vois le premier match de Ligue 2 féminine à Brossard, qu'ils le font en intérieur avec les canons qui font la fumée, les joueuses qui rentrent, l'animation, DJ, les lumières et tout. Waouh! Ça fait rêver. Continuez ça comme ça. Donc, continuez de mettre votre cœur dans ce projet-là parce que ceux qui vont en bénéficier, probablement, c'est les jeunes de vos clubs actuellement qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. Eux autres, ils vont la vivre là dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est eux, c'est l'avenir. Voilà. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le dossier Extra Time, ici avec Damien, le commissaire de la LS Pro. N'oubliez pas de like, comment et de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup. À la semaine prochaine.